La traductrice, quand même, Corinne Atlan, c'est important, parce que s'il n'y avait pas les traducteurs, nous serions mal à l'aise. Alors, j'ai écrit quelque chose pour pas trop m'embrouiller. Dans mon souvenir, j'ai vachement aimé ce roman, Kafka sur le rivage. Dans mon souvenir, je l'ai fait lire à un tas de copains et même à mes enfants, c'est dire. Dans mon souvenir, j'en ai fait une tartine pour un grand magazine culturel dont le titre commençait par T et se terminait par Rama. C'était en 2006, mais qu'importe, ce livre aurait pu être publié en 1906 ou demain. Pour ce marathon romanesque, je l'ai relu, crayon en main, prise de notes et tout le bazar. Et c'était comme si c'était la première fois. Alors là, je dis chapeau, monsieur Murakami, votre livre n'a pas pris une ride, ce n'est pas comme moi. Il me fait toujours de l'effet, il fait partie de l'élite des intemporels, il a le droit d'entrer dans la légende. Alors, pourquoi ai-je tant aimé ce roman? Tout bêtement parce qu'il est joyeux. C'est un comble, moi qui en littérature aime tant le noir, le glauque, le déglingué, l'obscur, le déjanté. Donc je dis et affirme joyeux. Je vois déjà trembler toute la horde de la critique, la presse et l'université unis comme un seul homme et me tombant dessus. Un roman joyeux, et puis quoi encore? Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, certes. N'empêche, Kafka sur le rivage est un roman joyeux qui met de bonne humeur. Si. Et là, j'entends encore la critique, presse et université gronder comme un seul ours. Donc, un roman qui ravit, amuse, tient en haleine, j'aime pas trop cette expression, et oblige, mine de rien, à revoir, décortiquer, décrasser des tonnes de clichés qui nous tombent dessus et qui nous collent à la peau. En vrac, l'art du roman, la langue, la construction narrative, les personnages ou pas, le narrateur ou non, la fiction ou l'autofiction, le réel et ou l'imaginaire et compagnie. Donc un roman joyeux qui amuse, mais pas que. Murakami serait-il un amuseur public? Grave question. Il l'est et autre chose aussi encore. Prince de l'entourloupette, bonimenteur, menteur, manipulateur, écrivain en quelque sorte. Je ne sais pas pourquoi, mais à cet instant, pile poil, je pense à Bobby Lapointe. Et là, vous entendez comme moi le rugissement de la critique, presse et université au coude à coude. Bobby chantonne dans sa leçon de guitare sommaire, je cite Bobby Lapointe, « Je ne suis pas ici pour vous distraire, mais pour instruire. Maintenant, s'il y en a que ça amuse de rire, je peux aussi distraire. Je peux instruire en 13 ans, 13 ans et demi maximum. Après, je prends ma retraite. En ce qui me concerne, c'est presque fait. J'ai depuis belle lurette passé les 13 ans et demi. Mais pas Kafka. Lui vient d'avoir 15 ans. Kafka est celui sur le rivage, celui qui va glisser de l'autre côté du miroir. Petit clin d'œil à Alice au pays des merveilles. Kafka n'est pas son vrai nom. Il fait de la provoque, le gamin. Où est-ce Murakami? Kafka a lu Kafka, bien évidemment. Tout Kafka, les romans, toutes les nouvelles. Le gamin s'imagine que l'illustre Kafka n'a écrit rien que pour lui, n'a mis en scène rien que pour lui la si douloureuse condition humaine, une machine à tuer. Kafka, le gamin, a un autre handicap, le manque d'amour. Abandonné par sa mère à l'âge de 4 ans, on se croirait chez Dickens, mais non. Il vit avec son père, artiste peintre renommé, mais tyran impitoyable, particulièrement avec son fils. Kafka veut échapper à ce père, à ce destin, à une mystérieuse malédiction. Attention, la tragédie grecque pointe son nez et Murakami, lui, s'en amuse. Car il est dit que Kafka tuera son père et couchera avec sa mère. Bang! Tuer son père passe encore, mais coucher avec sa mère, ça non. Kafka, l'insoumis, refuse de se laisser détruire par son géniteur démoniaque et il s'en va. Il veut vivre libre, le petit. Et il a bien raison. Nous sommes au commencement de ces 600 pages. Kafka décide de s'enfuir de la maison paternelle. À lui la fugue, à lui la liberté. Quand je vous disais que ce roman mettait de bonne humeur, ce n'est pas pour faire la promotion de la fugue, quoique, mais bien parce que cet objet joyeux et néanmoins littéraire détourne le sempiternel roman initiatique, casse le personnage de l'ado, seul, abandonné, mal aimé, presque candidat au suicide, et lui invente bien au contraire une force, une fougue, des désirs. Avec ce Kafka-là, un avenir est possible, la vie peut sembler belle. Cerise sur le gâteau, il atterrit où ce jeune casse-cou de Kafka?
dans une bibliothèque, un de ces lieux secrets forcément désertés, où ne règne que la sérénité, où ne respirent tranquille que des milliers de livres, tous prêts à se laisser prendre, caresser, lire, dans un silence aussi doux que le paradis. On se croirait chez Alberto Manguel. Quand je vous disais que ce roman a tout pour plaire, tout pour nous faire rêver. Dès lors, qui n'a pas envie de prendre la main de Kafka, de l'accompagner dans son escapade et ses rêves, de se vautrer avec lui sur de profonds canapés et s'enivrer de tant d'histoires vieilles comme le monde? Qui n'a pas envie de le suivre dans sa folle et foutraque quête de l'impossible? Si l'on entend par impossible, c'est en 5 langues. Hein. Non mais parce que je veux la lire cette phrase. Si l'on entend par impossible le simple fait d'aimer et d'être aimé tant qu'à faire. Roman joyeux à l'histoire vivifiante donc, mais aussi roman joyeux parce qu'il déjoue les codes littéraires, les chamboule, les pétrit, marie les contraires et réinvente une narration totalement débridée. Kafka sur le rivage, c'est tout à la fois roman d'amour et polar, récit intime et conte fantastique, fable philosophique et comédie burlesque, tragédie à l'ancienne et vaudeville. Bref, un labyrinthe super ludique. Chez Murakami, rien n'est impossible, surtout pas le merveilleux. Tout est plausible, imaginaire et réalité intimement liées. Il fonce de l'étrange au rationnel avec un talent désarmant, fait de drôlerie et de tendresse. J'ai bien tout fini, ne vous inquiétez pas. L'écrivain condense le temps, fait se rencontrer le passé et le présent. Il interroge les mythes, Oedipe et compagnie, l'amour avec un grand et petit A, installe le sexe et la littérature dans le même lit, va de métaphores imparables en loufoqueries grandioses, d'une pluie de macros sur une ville à une dialectique des plus sarcastiques. Je cite, « C'est une perte de temps de réfléchir quand on ne sait pas penser ». Moi, ça me fait rire. Il imagine une pierre au pouvoir mystérieux, une prostituée qui cite Bergson tout en cajolant son client, un chauffeur routier qui se met à admirer la nouvelle vague et les films de François Truffaut. Il met en scène Nakata, un petit vieux tout mignon, qui parle de lui à la troisième personne et sait converser avec les chats. Oui, oui, les matous. Même si un mystérieux accident l'a rendu idiot, le Nakata n'a pas l'air si bête. Je le cite. Nakata n'est pas seulement idiot, il est vide. Je me rends bien compte maintenant. Nakata est comme une bibliothèque sans livres. Autrefois, je n'étais pas comme ça. Il y avait des livres en moi. Murakami poursuit sa fougueuse histoire et donne aussi, tant qu'à faire, la parole à des fantômes bienveillants, genre ange gardien. On rêverait d'en avoir un comme copain. Je cite l'ange gardien. Je n'ai pas de personnalité, pas de sentiment non plus. Je peux prendre forme humaine et parler comme en ce moment. Mais je ne suis ni Dieu ni Bouddha. Mon cœur diffère de celui des hommes car je n'éprouve aucune sensation. Je suis spécial, je suis un concept. Je ne questionne ni ne m'attache au bien ni au mal. Je supervise, je m'assure que toute chose remplisse bien son rôle. Moi, je trouve ça très cool. Brouilleur de pistes hors pair, Murakami va jusqu'à offrir à son pétillant adolescent un mentor dont les charmes feraient hurler d'horreur les partisans de la manif pour tous. Un jeune et magnifique hermaphrodite, homosexuel, hémophile et qui plus est érudit comme une bibliothèque. Par des chemins parallèles, tous les tendres farfelus de cette joyeuse histoire, le jeune Nakata, le vieux Nakata, le jeune Kafka, les matous, le chauffeur routier, le bel androgyne, une mystérieuse bibliothécaire dont je n'ai pas parlé pour garder le suspense, vont affronter leur destin, chercher et peut-être bien trouver leur moitié perdue. Je cite le bel androgyne. C'est ce que dit Aristophane. Nous vivons des vies bancales. Nous passons la majeure partie de notre temps à rechercher notre moitié manquante. Pris dans le tourbillon de la vie de ces personnages, l'insolent Murakami pousse le bouchon encore plus loin à propos d'un roman dont le titre importe peu, car tous les romans devraient être de cet acabit. L'écrivain japonais fait dire à son apprenti Kafka « J'ai refermé ce livre avec un sentiment bizarre. Je me demandais ce que l'auteur avait voulu dire exactement. Mais c'est justement je ne sais pas ce que l'auteur a voulu dire exactement qui m'a laissé la plus forte impression. »